Déjà fini? C'est déjà fini. Oh là là, moi je croyais qu'on allait passer 4 heures. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode d'Azur. Merci. Aujourd'hui, on reçoit Gilbert Vissian, cette figure iconique de l'entrepreneuriat et de la restauration niçoise, et notamment à Beaulieu. Il va nous raconter son histoire, sa vie, et on va se nourrir de son expérience. Azur, épisode 7, c'est parti. Bonjour Gilbert. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous avoir. Comment vous pourrez vous présenter? Qui êtes-vous? Un bon vieux niçois maintenant, avec l'âge, fier de l'être du reste, hein, et ardent défenseur d'ailleurs de la cuisine du comté de Nice, élargi même avec l'Italie. Ancien restaurateur sur la Côte d'Azur, à Beaulieu-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Bon, comme tous les Niçois, j'étais dans des écoles primaires à Nice, j'ai fini à Don Bosco. Et comme je n'étais pas quelqu'un de très studieux, ma mère m'a dit puisque tu veux rien faire, tu n'as qu'à apprendre la cuisine et comme ça tu auras toujours à manger. J'avais une mère qui était très directive et comme ça je n'ai pas eu à me poser des questions. Donc je suis rentré en apprentissage et j'ai commencé à l'Hôtel Métropole à Monte-Carlo. À l'époque, on commençait les apprentissages à 14 ans. Et depuis, après, j'ai plus jamais arrêté. Vous êtes rentré là-dedans à 14 ans du coup? À 14 ans, je suis rentré dans la restauration, l'hôtellerie-restauration et j'ai continué toute ma vie. Est-ce qu'à cette époque, vous avez déjà un mentor ou pas du tout? Quand j'étais enfant, gamin, tout petit, puisque j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 7 ans, quand il est décédé, on montait chez mes grands-parents, chez ses parents, donc on montait à Saint-André-de-la-Roche. Et nous montions tous les dimanches, et tous les dimanches nous avions ce repas niçois, on va dire, puisque ma grand-mère était niçoise, elle ne parlait que niçois ou quasiment que niçois. D'ailleurs, en rigolant, on peut dire qu'ils avaient fait français deuxième langue. Et donc c'est des gens simples, un peu rudes, un peu rustres, mais c'était simple, mais on mangeait une cuisine merveilleuse. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. C'était son héritage, vous savez, et c'était ces salades niçoises opulentes avec puisqu'ils étaient maraîchers, c'était ces daubes extraordinaires avec des carottes fondantes, faites avec de la joue de bœuf, c'était ces pis saladières avec les oignons caramélisés et la pâte croustillante en dessous. Vous savez, voilà. Et, ça vous a inspiré, ça? Mais je l'ai su après, c'était son héritage. Vous savez, en fait, et les tourtes de blettes magnifiques, extraordinaires, fondantes au milieu, où on fait quand même c'est la seule pâtisserie au monde qui se fait avec des légumes, quand même, il faut le savoir. Donc on est à Nice, et c'était ça, mes souvenirs d'enfance, c'est ça. Mais je l'ai compris un peu plus tard, en grandissant et en étant... Vous savez, et puis après, bon, les grands-mères, malheureusement, une grand-mère, c'est... Même si ça sent bon, si ça sent le mimosa, la lavande qu'on met dans les armoires, cette grand-mère avec ses doigts fins qui faisait les raviolis ou les gnocchis, et qui, avec son chignon toujours bien coiffé, les cheveux gris et tout, c'est fragile, une grand-mère. Et puis un jour, elle n'est plus là. Mais il faut garder l'héritage. Et voilà. Et son héritage, ça a été ça. Son héritage, ça a été de me donner ce goût pour cette belle cuisine que nous faisons sur le comté de Nice. Et voilà, c'est un peu comme ça. Mes souvenirs d'enfance, ils sont là. Voilà. C'est votre base. Si on repart sur la partie entrepreneuriale et surtout au niveau du travail, donc vous commencez à Monte-Carlo et après, c'est quoi le cheminement? Alors après, je suis parti faire des saisons. Quand je suis parti faire une saison à Courchevel, dans un grand hôtel qui était étoilé d'ailleurs, le restaurant était étoilé. Ensuite, je suis parti parce que j'avais un copain qui me dit, viens, mon frère, il ouvre un restaurant à Playa de Haro sur la Costa Brava, est-ce que tu veux venir? Ma mère m'a fait une dispense et on est parti faire une saison en Espagne. Au retour, je suis parti à Paris, j'avais 17 ans, ou 18 ans, à peu près, pas loin de 18 ans. Et je suis rentré à la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens, puisqu'il faut dire le terme entier. Et j'ai travaillé dans les grands trains français, comme le train bleu, Paris-Nice, Paris-Vintimille de nuit, que des premières classes, bien évidemment, avec wagon-restaurant, wagon-salon, le Mistral qui faisait Paris-Nice aussi de jour, avec 2 wagons-restaurants et un wagon Pullman, ce qui n'existe plus maintenant, on ne sait même plus ce que c'est d'ailleurs. Et même, j'ai fait Paris-Milan dans tous les grands trains, je les ai faits, et
cerise sur le gâteau, ça va peut-être vous faire rêver, puisqu'aujourd'hui, ça réexiste, ça a été racheté. J'ai travaillé sur l'Orient Express. Alors, il y a peut-être que ceux qui regardent Hercule Poirot qui s'en souviendront, mais moi, j'ai travaillé dans ces wagons où on voit Hercule Poirot qui fait ses enquêtes. Voilà. J'ai fait ce qu'on faisait à l'époque, ça s'appelait les 3 jours. Pour partir à l'armée, je suis parti à l'armée, et comme l'armée avait la façon d'envoyer simplement les gens loin de chez eux, moi, ils m'ont envoyé loin de Paris. Ils m'ont envoyé à Nice. Okay. Donc j'ai fait mon service militaire à Nice. Et à Nice, comme j'avais un métier qui était recherché dans l'armée, bon, bien sûr, j'ai fait les classes comme tout le monde, et dans des endroits un peu idylliques, parce que je vais dire, j'ai fait les classes à S-Village, c'est pas, il y a pire. Hein. Et clair. Après, j'ai été mis au mess des sous-officiers place Garibaldi, à la caserne Filet, et où j'ai fait un certain temps. Et après, comme j'étais, je pense, quelqu'un d'assez carré, ils m'ont envoyé au mess des officiers. Okay. Qui était à l'époque caserne Rusca, qui maintenant est le tribunal des affaires familiales. D'accord. Voilà, en face du palais de justice. Okay. Voilà. Et ensuite, après la partie militaire, comment ça se passe? Je suis resté à Nice, j'ai travaillé dans plusieurs petits restaurants pour gagner un peu d'argent, parce que j'étais quand même, mes parents m'entretenaient pas. Et puis un jour, je suis rentré à l'Afrique. J'ai un copain qui m'a dit, tiens, il cherche quelqu'un à l'African Queen, est-ce que tu veux? Et j'ai travaillé comme chef de rang à l'African Queen à l'époque. Nous étions en 1970. Et justement, j'allais en venir sur ce sujet. Comment vous êtes arrivé à la tête de l'African Queen? Alors, racontez-nous. J'ai travaillé 2 ans à l'African Queen, 3 ans même, je crois, je ne sais plus, enfin, grosso modo, c'est ça. J'ai travaillé à l'African Queen. Après, je suis parti parce qu'un copain m'a dit, tiens, à Nice, il cherche un. Je suis allé travailler à Nice pendant 2 ans ou 3 ans. Et puis, ça faisait un moment que ça me trottait d'ouvrir mon propre établissement. J'avais une certaine niaque. Et à 25 ans, j'ai dit, je vais monter mon établissement, mon restaurant. Comme j'habitais Villefranche et qu'à Villefranche, il y avait un local qui pouvait servir de restaurant, c'était l'ancienne pharmacie dans la vieille ville. J'ai un copain qui m'a dit, mais moi, on s'est arrangé, on a trouvé la solution, il m'a vendu son local. Et j'ai monté mon premier restaurant qui s'appelait La Campanette. D'accord. Et ce restaurant, La Campanette, a mis quelque temps pour démarrer parce que c'était dans la vieille ville et c'était pas non plus un endroit hyper touristique, la vieille ville. Et donc, j'ai une clientèle qui est venue parce que je pense que c'était pas trop mal. Et j'avais une très belle clientèle. Et voilà. Et je vais pas vous dire les clients que j'avais, mais bon, c'est vrai qu'on a une très belle clientèle. Et le propriétaire de l'African Queen, avec qui j'étais resté on se connaissait, il venait de temps en temps dîner, m'a dit, tiens, j'ai 2 personnes qui veulent racheter l'African Queen, qui sont des investisseurs, et ils cherchent un 3e pour faire tourner la boîte. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, oui, ça m'intéresserait, mais après, c'est une question de finances. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et il s'est permis de pas sponsoriser, mais vous m'accompagner auprès du banquier pour que j'ai le crédit pour racheter mes parts. Et j'ai racheté mes parts de l'African Queen. On était 3 associés sur l'African Queen. Et j'ai racheté mes parts comme ça. J'ai payé pendant des années. Entre-temps, j'ai fait, voilà. Et puis, je suis parti travailler en Suède aussi, parce que je représentais la cuisine française. Je suis parti bosser en Suède grâce à Jacques Maximin, il faut bien que je le dise, parce que lui, il m'a beaucoup aidé là-dedans. Quand j'ai monté mon premier restaurant, La Campanette, il m'a beaucoup aidé dans le sens de m'apporter beaucoup d'idées, beaucoup de façons de faire, de travailler sur certains produits et tout. Et c'est vraiment là quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, que je remercie, parce que vraiment, ça a été quelqu'un d'extraordinaire, avec qui je suis toujours ami du reste. Et justement, qu'est-ce qui a fait l'âme et la singularité de ce restaurant? Je crois que l'âme de l'African Queen, c'est le premier propriétaire qui l'a donné. Il s'appelait Monsieur Brizio, puisqu'il est décédé. Et c'est un monsieur qui était quelqu'un de très fort à l'accueil. Il savait accueillir les gens comme personne. Il allait vers les gens, ce qu'on trouve de moins en moins de nos jours dans les restaurants. Dans la restauration. Il allait vers les gens, il les accueillait comme si c'était des amis qu'il n'avait pas vus depuis 3 ou 4 jours. Vous savez, c'est important ça. Et il a donné cet élan à l'African Queen. Et moi, modestement, j'ai essayé de continuer ce qu'il avait créé. Et après, mon Dieu, l'African Queen, ça a eu des déboires. C'est comme ça qu'on a pu le racheter, je dis, avec un très bon prix.
Parce que c'est une affaire qui est... voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quand nous avons acheté en 83, il y avait 12 employés. D'accord. Quand j'ai quitté, il y en avait 80. Ok, ouais. En 2023. Voir la croissance qu'il y a pu avoir C'est-à-dire à travers toutes ces années. j'ai beaucoup œuvré en ce sens, on a beaucoup fait, on a racheté le restaurant d'à côté pour agrandir, on a fait beaucoup de choses, on a refait les cuisines, on a refait tout ça, parce que bon, ça prenait de l'âge, mais on a refait vraiment quelque chose qui était à l'époque, moi je me battais pour ça, parce que n'ayant pas de moyens financiers personnels, de fortune personnelle, voilà, il fallait bien que je travaille. Donc j'avais intérêt à ce que ça travaille très bien. Comment on fait venir une clientèle aussi prestigieuse à Beaulieu? Alors, je vais dire un truc qui est tout bête. À l'époque, les gens de ma génération s'en souviennent, même peut-être un peu quelques jeunes, il y avait un monsieur qui s'appelait David Niven, qui était un grand comédien, c'était un Anglais, qui était très connu, qui a tourné dans des tas de grands films, notamment celui qu'on revient toujours, c'est Les Canons de Navarone. Et il habitait Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il se baladait avec ses filles et son épouse, il se venait se balader sur Saint-Jean, il se baladait. Et le port de Beaulieu avait ouvert en 1968, l'African Queen venait d'ouvrir en 1969. Et il est venu en se baladant, et puis un jour, il a vu qu'on faisait des pizzas, il a dit, ben, tiens, il s'est arrêté. Et ça lui a plu, l'ambiance lui a plu, l'accueil lui a plu, parce qu'on est allé vers lui, on est allé parler avec lui, et c'était un monsieur d'une simplicité. Vous savez, c'est le gentleman. Voilà, c'était un gentleman, ce monsieur. Il aime les bonnes choses. Voilà, et il a adoré l'African Queen, et il a fait venir qui? Il a fait venir tous ses copains. Mais ses copains, c'était pas le joueur de boules d'à côté. C'était Richard Attenborough, excusez-moi, grand metteur en scène et grand comédien. C'était, pour ne citer que, le prince Régnier, la princesse Grace, les enfants, Caroline et Albert, puisque Stéphanie était, je ne sais pas si elle était née ou elle était toute petite. Vous voyez, c'est des gens comme ça, et ils sont venus avec tout ça. Et pour les avoir servis, donc je peux en parler, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Charles Bronson, Michael Keaton, que ça, je vais vous en citer un. Je n'ai pas apporté la liste, mais je pourrais vous la citer. Et c'est des gens comme ça qui ont fait l'African Queen. Et quand vous avez le prince Régnier qui vient avec, bien sûr, ses gardes du corps, c'est quelqu'un qui est remarqué. Les Monégasques qui savaient que le prince venait manger là. C'est ça qui fait gagner une vraie identité. Ça fait une identité. Le prince Albert, que je vois de temps à autre, que je rencontre, moi je peux le dire, je l'ai servi, il était adolescent. C'était un jeune adolescent quand je l'ai connu. Vous voyez, c'est important. Et d'ailleurs, on se rappelle tout ça parce que chaque fois on en parle, on dit, oh, vous vous souvenez de je ne dis pas qu'on est très copains. Mais ça tisse des liens. Mais on a un delta on se connaît depuis tellement d'années. Voilà, et des gens comme ça ont fait l'African Queen. Alors, bien sûr, tous les monégasques sont venus. Voilà, prétentieusement, je vais vous dire, l'African Queen, en 50 ans, même un peu plus, a servi le monde entier. J'ai servi des rois, des reines, des princes régnants, des princesses régnantes, bien évidemment. Des acteurs. Des présidents de la République, des ministres, des députés, tant que vous en voulez, des comédiens, des acteurs, des chanteurs. Avec certains, je suis devenu même ami. Comme avec qui? Certains, pour ne le citer que lui, c'est Laurent Voulzy, puisque nous avons le même âge en plus. Donc, je peux vous raconter des tas d'anecdotes comme ça, mais vous voyez, avec certains, je suis devenu même très intime. Oui, et voilà, mais l'African Queen a réussi à servir tous ces gens-là en restant toujours resté à sa place. Simple et authentique aussi. Voilà, il faut rester à sa place toujours. Les gens, j'ai jamais tiré les moustaches de qui que ce soit, je me suis jamais... Voilà, je peux vous en citer 1000, hein. Vous savez, quand vous servez le roi Hussein de Jordanie, vous avez la moitié de la police qui est sur le port. Autour. Voilà. Vous avez le roi Abdallah de Jordanie, son fils qui est venu quelques années après, la reine Rania qui est venue incognito à l'African Queen. Et c'est un client qui l'a reconnu. Moi, elle avait une casquette à la mode. Moi, je ne l'ai pas reconnu personnellement. C'est des clients qui m'ont fait. Vous avez la reine Rania qui est là. Voilà. Vous voyez, des gens comme ça, on a servi, je vous dis, le monde entier. Et ça, pour moi, c'est une certaine fierté quand même. Parce que je ne suis pas allé les chercher, puis aujourd'hui, ils ne me connaîtront plus non plus. Mais ça prouve la qualité du restaurant. Voilà. Et les gens sont venus, et moi, je ne peux qu'être fier de ce parcours. Et justement, quelle est votre plus grande fierté, autre que beaucoup de personnalités sont venues au restaurant, que vous étiez reconnu pour votre cuisine authentique, simple
Alors, C'est quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense qu'elle est, en dehors des artistes, de tous ces gens-là, de tous ces people, on va dire, c'est d'avoir fait mon métier convenablement et d'être reconnu professionnellement. Professionnellement, je pense que beaucoup de gens me reconnaissent comme un bon professionnel. Et ça vous Je dirais touche pas ça grand quand, professionnel, mais bon quand on professionnel, vous arrête c'est dans la déjà rue, pas vous mal. m'expliquez une fois que une personne vous avait arrêté par rapport à la ratatouille que vous Oui. faisiez. Oui, Ça oui, vous tout à touche fait. ça? Oui, oui, bien sûr. Comme j'ai écrit 2 livres de cuisine sur l'African Queen, on a fait 2 livres et il y a même un 3e qui est sorti. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est un grand critique gastronomique qui s'appelle Monsieur Gilles Pudlowski. Voilà. Et le titre du livre, c'est Les grandes gueules de la cuisine française. Donc je fais partie des grandes gueules. Voilà. Mais on peut en être fier. On peut penser ce qu'on veut des grandes gueules, en péjoratif ou pas, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et on y est 3 sur la Côte d'Azur à y être dedans. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été une reconnaissance de la part de beaucoup de monde, quoi. Un journaliste a dit que j'étais le dernier des Mohicans dans ce genre de travail. Excusez-moi, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont derrière moi, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est important, et c'est cette reconnaissance-là professionnelle qui m'a le plus. Vous parliez de la ratatouille, effectivement, quand on a fait les livres, j'ai quelqu'un, un jour, je vais dans un magasin, et qui vend, c'est un traiteur, donc je suis pas très loin, et qui me dit: ah tiens, là, je fais de la ratatouille, comme c'est vous qui. J'ai pris votre recette. Hein. Elle vous a interpellé comme ça dans... Oui, voilà, c'est gentil, c'est sympa, voilà, je trouve que voilà, il y a une certaine fierté derrière. Et quand on gère un restaurant de renom comme l'African Queen, comment on gère il y a un stress qui apparaît automatiquement, comment on gère le quotidien d'un restaurant comme l'African Queen? En se levant très tôt le matin et en se couchant très tard le soir, ça c'est un premier point. En étant sur le pont, on peut dire tous les jours. Je peux remercier aussi mon épouse, qui est avec moi depuis très longtemps maintenant, une 40aine d'années bientôt, et ce qui veut dire qu'on a toujours travaillé dans le même sens, l'un et l'autre, chacun dans son domaine, mais on a fait en sorte d'être une équipe. Et j'ai eu mes filles qui sont venues aussi par la suite, et ça a créé une dynamique, ça a, bien sûr des fois avec des chamailleries, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça a donné un travail intéressant, dans le sens où mes filles m'ont secoué un peu peut-être dans mon imagination, et mon épouse a toujours fait en sorte que tout marche. Elle s'occupait très bien de la gestion, surtout. Elle voyait ce que je ne voyais pas, et ça c'est important, parce qu'on ne peut pas tout voir, j'ai pas don d'ubiquité, donc d'être partout à la fois. Mais c'est important d'avoir... Travailler en équipe, et dans tous les sens du terme. Voilà, ça a été une bonne et une belle équipe. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand on gère un restaurant comme l'African Queen? C'est construire la réputation de ce restaurant ou de la maintenir au sommet? La construire, vous la construisez parce que vous avez une clientèle qui vient et qui a vu, vous le savez, tiens, il y a un tel qui vient là-bas, il y a un tel qui vient. Donc, bon. Mais après, la garder, c'est rester toujours, d'abord, toujours à sa place, ne jamais se prendre pour quelqu'un d'autre, et surtout voir le client non pas comme quelqu'un mais comme un ami, quelqu'un que vous recevez. Il faut l'accueillir comme quelqu'un qui vient parce que c'est un ami qui vient vous voir. Il y a 1000, avant d'arriver à Beaulieu-sur-Mer, il y a 10 000 restaurants qui font de la soupe de poisson, qui font de la pizza, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi ils vont venir chez vous? Parce que vous accueillez bien les gens, parce que vous êtes poli avec les gens, parce que vous êtes gentil, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. La qualité, on va parler de qualité identique. Mais ils vont venir pour d'autres raisons. Vous savez, l'accueil, pour moi, c'est une des choses qui fait un restaurant. Ça fait partie, on va dire peut-être 50% de l'addition, l'accueil et le service. Après, la nourriture, si vous faites très bien à manger, il n'y a aucune raison que les gens ne viennent reviennent pas. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Après, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je crois fortement que créer un restaurant, monter un restaurant, c'est une chose. Et ensuite, le faire vivre pendant autant d'années, parce que ça fait 55 ans maintenant qu'il vit. C'est un travail d'endurance. Hein, il faut être présent, quoi. Si vous voulez, on va plus maintenant parler de la ville
enfin, et de l'endroit et de l'environnement dans lequel vous vivez. Comment voyez-vous l'évolution de Nice depuis 10 ans? Oh ben, la ville est très belle. On peut dire ça, elle est de plus en plus belle, même si je regrette de ne plus avoir le théâtre de Nice ou Acropolis, mais bon, je peux comprendre, c'était des monuments qui ne correspondaient plus maintenant à ce que veulent les élus, et je peux le comprendre. Le maire et les élus vont faire une très belle coulée verte, on fait une très belle coulée verte, et je pense que c'est bien. Nice doit jouer la carte de la qualité. En tout point, hein, j'entends bien, en tout point, aussi bien en hôtellerie qu'en restauration, qu'en accueil, et surtout que les gens qui ont envie de se promener puissent se promener. Les mères de famille qui vont aller amener leur môme au jardin, moi je trouve ça merveilleux. C'est fantastique, cette coulée verte qui va faire, je sais pas, peut-être 2 ou 3 kilomètres ou 5 kilomètres, je ne sais pas. C'est extraordinaire, ça va être très beau, mais la ville est très belle. Moi je vois dans la ville... On refait des jardinières, on refait de très belles jardinières autour des arbres. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça fleurit la ville, ça apporte beaucoup à la ville, ça apporte une certaine qualité. Ça rend la ville verdoyante. Voilà, ça rend la ville sympathique. C'est pas un truc où il y a que des trottoirs et des bagnoles qui sont garées. Non, je veux plus voir ça. J'ai envie de voir une ville heureuse, une ville belle où des magasins ouvrent et compagnie. Voilà, le seul regret que j'ai, c'est peut-être le manque de parking, parce que ça empêche les gens de venir ou de pouvoir faire du commerce. Selon vous, est-ce que Nice a une âme d'entrepreneur ou est-ce qu'elle est en train de le façonner? Comment vous voyez ça de votre regard? D'abord, il y a beaucoup... Moi, je connais bien mon métier, la restauration et l'hôtellerie. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans bien des domaines. Et je trouve que, ne serait-ce que dans la high-tech et tout ça, je pense que c'est vachement bien. C'est extra. Et puis il y a plein de choses qui se créent tous les jours. Il y a plein de jeunes sociétés qui montent. Il y a des jeunes pousses qui viennent. Il y a plein de jeunes qui font des tas de choses. Je trouve ça extraordinaire. Bon, c'est pas spécial à Nice, mais c'est vrai que Nice a quand même se développe comme ça aussi. Et en hôtellerie, vous avez de plus en plus une très très belle hôtellerie c'est vrai qu'elle était un peu vieillissante et compagnie. Et aujourd'hui, elle reprend du poil de la bête. Et il y a beaucoup de beaux hôtels qui réouvrent avec une très haute qualité de produits à vendre. Si vous voulez, que ce soit des 5 étoiles, certains vont devenir palaces. C'est extraordinaire. Ça redore le blason de... Voilà, au risque de penser que je suis élitiste, je pense qu'il faut miser sur le très haut de gamme. Le très haut de gamme, ça empêchera le surtourisme. Et le surtourisme, c'est ce qui gâche, à mon avis, de plus en plus certains lieux touristiques. Et vous êtes d'accord avec Christophe Estrosi quand il bloque les croisières à l'entrée de Villefranche? Je n'irai pas bloquer les croisiéristes, mais je pense qu'il faut rechercher aujourd'hui des croisières très haut de gamme. Parce qu'il y a moins de cabines dedans, et vous avez une compagnie qui est connue, hein, qui est française d'ailleurs, la compagnie du Ponant. Voilà, ils ont des bateaux à taille humaine, et vous avez, je crois, c'est à peu près 250 à 300 cabines dedans. Vous avez des hommes d'équipage qui sont parfaits, qui sont hyper bien, impeccables. Et donc, c'est ça qu'il faut. Il faut la recherche de cette clientèle-là, parce que cette clientèle-là, elle va peut-être faire une croisière sur le Ponant. Mais avant de prendre la croisière, elle va peut-être s'arrêter pendant 2-3 jours à Nice, ou y rester quelques jours après, pour voir la ville, parce que la ville est belle. C'est un endroit, on est accueillant. Vous allez, où que vous alliez dans Nice, que vous soyez sur la promenade des Anglais, que vous soyez dans le Vieux-Nice ou ailleurs, c'est une ville qui est vraiment accueillante. Il y a vraiment tout. On a tout à Nice. Voilà. Si vous me permettez, on prend la moyenne corniche, on va vers Beaulieu. Beaulieu-sur-Mer. Je pense que vous connaissez. Comment Beaulieu est devenu unique par rapport à toutes les petites villes qu'il y a autour? Qu'est-ce qui a fait que Beaulieu est un Beaulieu? Alors, en 2 mots, hein, parce que je l'ai connu, donc je peux en parler. Beaulieu, c'était une ville de passage. C'était sur la route de Monaco, on se passait sur la basse corniche, on passait à Beaulieu, vous passiez, il y avait une plage. Dans les années 60, fin des années 60, je crois que c'est en 66, 67, le maire, qui était M. Dunant à l'époque, a eu, j'allais dire une révélation, c'est peut-être pas le mot, mais il a eu, avec des investisseurs, ils ont pensé qu'on pourrait faire la plage, à la place de cette plage, un port de plaisance. Et au début, c'était fou, parce qu'il faut se dire que le port de Beaulieu, tel qu'il a été construit et qui existe aujourd'hui,
ça a été le deuxième port de plaisance à être construit sur la Côte d'Azur, après le port Canto. À Cannes. Donc, quelque part, on peut se... Bon, et qu'est-ce qui a fait le succès du port de Beaulieu? C'est que la plaisance commençait à monter, c'était une activité en devenir. Et moi, je me souviens, quand je suis parti travailler sur le port de Beaulieu en 70, le port était à moitié plein. Il y avait des terre-pleins à côté et tout, qui servaient à rien, dont on a fait des parkings, on a fait tout ça. C'est très bien aussi, on a construit un chantier naval. Et il y avait une vie ouvrière aussi, parce que la plaisance crée des emplois, a créé des beaux emplois, puisque tout ce qui touche la plaisance, c'est quand même du haut de gamme. C'est pas non, et donc ça a fait que Beaulieu est devenu une autre ville. Il y avait déjà deux très beaux hôtels comme la Réserve et le Métropole, il y avait un casino, mais tout ça c'était comment dire, ça végétait pas, mais c'était... c'était un peu vieillot, tout ça. Et ça a redonné un nouveau souffle à la ville, ce qui est devenu Beaulieu-sur-Mer. Voilà. Ok. Et si vous deviez convaincre un jeune entrepreneur ou un jeune restaurateur, vous lui diriez d'aller ouvrir un restaurant à Nice ou à Beaulieu? Ah, ça c'est une bonne question. Franchement, je ne saurais pas dire, parce que moi j'ai fait ma vie à Beaulieu-sur-Mer. Je n'étais pas parti pour faire ma vie à Beaulieu-sur-Mer non plus. Mais bon, effectivement, je pense que c'est un bel endroit. Il y a encore de quoi faire, parce qu'il y a une clientèle. Vous savez, vous êtes entre Nice et Monaco. Et être entre Nice et Monaco, ça veut dire que les Monégasques ne sont pas loin pour venir déjeuner ou dîner, et les Niçois non plus. Vous savez pas, encore une fois, je ne vais pas dire du mal des parkings de Nice, mais c'est vrai qu'il manque, quand vous êtes à Nice, vous avez très peu de parking, et bien souvent, il n'y a pas assez. Et donc les gens se disent, ah ben tiens, à Beaulieu, il y a la place. C'est facile d'accès. C'est beaucoup plus facile d'accès. Et quelque part, moi j'aime beaucoup le fait de Beaulieu. J'opterais un peu pour Beaulieu quand même. Et comment vous imaginez Beaulieu dans 10 ans? Je pense que ça aura évolué dans le bon sens, puisqu'il y a des nouveaux immeubles qui se construisent, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont venir habiter à Beaulieu-sur-Mer. Au départ, il y a longtemps, Beaulieu était une ville de villégiature qui s'endormait l'hiver et qui se réveillait un peu l'été. Aujourd'hui, c'est une ville qui vit. Vous voyez, c'est une ville qui vit par elle-même, parce qu'il y a des immeubles qui se sont construits et qui se reconstruisent. Il y a des vieux hôtels qui ont été transformés en appartements, ce qui fait que ça crée aussi une clientèle de séjour, mais ça crée aussi une clientèle de gens qui viennent habiter à Beaulieu et vivre à Beaulieu. Et vivre à Beaulieu, franchement, c'est vachement bon. Ça a du bon. Et comment vous voyez Nice dans 10 ans? Je sais pas si je serai encore là d'ailleurs. Mais dans 10 ans, mon Dieu, non, il y aura pas. Je pense que ce sera une ville encore plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a la volonté des élus d'en faire une ville de plus en plus attrayante. Et je vous dis, si on continue à aller vers un certain élitisme, un certain haut de gamme, je pense que la ville va en profiter. Et c'est vrai, ne serait-ce que d'avoir ouvert, par exemple, imaginez que, voilà, je vais vous prendre un exemple, vous avez le nouveau Mama Shelter qui a ouvert il y a quelques mois, dans un quartier qui est le quartier du boulevard de Riquier, qui est, mon Dieu, moi je l'ai connu puisque j'y suis né dans ce quartier. C'était un quartier ouvrier, fait de petites usines, fait de petits ateliers et compagnie. Aujourd'hui, c'est un quartier en devenir. C'est un quartier qui vit, il vit par lui-même. Et donc, ils ont mis un 4 étoiles boulevard de Riquier, ce qui, à mon avis, était impensable il y a encore 20 ans. On n'imaginait pas ça. Mais ce qui draine un quartier comme Riquier, est-ce que c'est pas un quartier comme le quartier Bonaparte qui fait drainer au tourisme du coup? Aussi, ça veut dire que ce sont des quartiers qui étaient des quartiers de petits commerçants, de petites usines, je vous dis encore une fois, de petits ateliers de ferronnerie, d'ébénisterie, tout ce que vous voulez. Ce sont des quartiers qui sont maintenant, qui vivent par eux-mêmes. Il y a des restaurants étoilés dans ce quartier, il y a des 4 étoiles dans ce quartier, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous pensez du quartier Bonaparte qui est devenu un quartier à part entière de restauration? Magnifique, magnifique. La rue Bonaparte était une des rues les plus commerçantes de la ville de Nice, avec la rue de la République et d'autres rues comme la rue des Pentes ou autres. Mais la rue Bonaparte était une rue elle l'est toujours, c'est fantastique. Et vous avez de très beaux magasins qui se sont installés à côté de traiteurs, de poissonniers, de charcutiers, de tout ce que vous voulez. Mais c'est une ville, c'est ça un quartier. Pour moi, c'est ça un quartier. Et il y a deux ou trois restaurants étoilés dans le quartier. On n'imaginait pas ça il y a 20-30 ans.
Est-ce que vous diriez que le quartier Bonaparte complète le Vieux-Nice ou du coup enlève une certaine clientèle? Je dirais que non, c'est un autre pôle d'attraction. Mm. C'est un autre pôle d'attraction. Ok. Comme la place Garibaldi est encore autre chose, à mon sens. Ok. C'était votre vision donc, sur Nice et sur Beaulieu. Si vous voulez, on passe pour Alors, plus... ma vision sur Beaulieu, pour finir tout à l'heure, ce que je tendais à vous dire, c'est que quand nous avons ouvert l'African Queen, c'est pas moi qui l'ai ouvert, mais quand l'African Queen, en 69, c'était nouveau, c'était une nouveauté. Et on peut dire que la ville, elle s'est faite grâce à des maisons comme l'African Queen, prétentieusement, je dis bien entre guillemets, mais l'African Queen s'est fait aussi grâce à la ville de Beaulieu, qui a permis de faire ce que nous avons fait au cours de ces 50 et quelques années. Si vous souhaitez, on passe plus sur la partie conseil et transmission. On aime bien ça chez Azur pour donner des idées et une vision à des jeunes entrepreneurs. Avec le vécu que vous avez sur la partie restauration et même au niveau entrepreneurial, quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à un jeune entrepreneur qui se lance dans la restauration? Le premier conseil, c'est la rigueur. Être soi-même, rigoureux avec soi-même. Se dire si je dois être à 7 h du matin, eh bien être devant la porte à 7 h moins le quart. Ça, c'est la rigueur. Être soi-même. Ne pas donner des ordres qu'on ne sait pas faire soi-même. Ça, c'est un principe. On apprend ça dans l'armée. Vous savez, je crois que c'est ça, en fait. C'est des conseils simples, mais il faut rester à sa place, bien évidemment, et pas se dire que ça marche tout seul. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'une société, un établissement, un restaurant marche tout seul. Et qu'est-ce qu'il faut, du coup, pour durer dans la restauration? De la rigueur. De la rigueur. Être rigoureux, mais encore une fois, être rigoureux d'abord avec soi-même. Et se dire que rien n'est acquis. Voilà. Si vous pouvez parler au Gilbert Vician qui a 20 ans, vous lui direz quoi là aujourd'hui? Je sais pas. Je vois pas ce que je pourrais lui dire parce qu'à 20 ans, je commençais à savoir ce que j'avais envie. C'est-à-dire, vous savez, quand moi, mes parents étaient des gens tout à fait. Mon père était représentant de commerce. Bon, je dirais qu'il est décédé quand j'avais 7 ans, donc, et ma mère s'est remariée par la suite. Mais ma mère a travaillé toute sa vie. Donc, c'est pas des gens riches. Je suis pas né avec de l'argent. Et donc, il a fallu bosser. Et si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, il faut se lever tous les matins avec une idée nouvelle à faire et à se battre pour cette idée. Voilà, à y croire. À y croire. Voilà. Moi, ça a commencé vers mes 20 ans, après l'armée, j'ai commencé à me dire j'aimerais bien monter ma propre affaire. Et ça a commencé là. Après, bon, il a fallu économiser. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai économisé pendant plusieurs années pour pouvoir monter ma propre affaire. Mais il ne faut pas croire que les choses sont arrivées, quoi. Ouais. Il y a du travail derrière. Voilà, rien n'est acquis. Et si je posais cette question à Pascal Lac il y a quelques semaines, si vous pourriez recevoir 3 personnes autour d'une table avec une bonne saladière, une bonne salade niçoise, une bonne tourteboulette, quelle personne vous aimeriez avoir autour de la table? Autour de la table. Bon, pas Pascal Lac, parce que je ne l'aime pas. Non, c'est pas vrai, c'est un ami intime. Oui, Pascal, bien évidemment, bien sûr, ça fait aucun doute. Il y a des gens comme ça avec qui je m'entends très bien. Il y a Pascal, j'ai un autre ami qui est dans le Var aussi, et qui est un pâtissier, traiteur et boulanger aussi, il s'appelle Denis Mathiasi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Mais il y a par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup parce que on s'entend très bien et puis on a passé des milliers de soirées ensemble. C'est Laurent Voulzy parce que voilà quelqu'un de humble. Laurent est quelqu'un qui est pudique. On a parlé de notre enfance, puisqu'on a le même âge. On a parlé de notre enfance, de notre jeunesse, de ce que nous aimions quand on avait 12, 13, 14 ans. Puisque moi-même, quand j'étais jeune, avant de commencer à travailler, je me rêvais chanteur de rock, lui aussi.
Et lui, il est arrivé, moi non, moi j'ai fait marchand de soupe. Donc effectivement, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez, quand vous discutez avec Laurent, Pascal et Denis, c'est des amis intimes, donc je ne vais pas en parler. Mais Laurent est quelqu'un de très pudique, et il vous parle de son enfant, il parle de ses parents, il parle de son enfance, qui est fantastique. Comme moi, il ne rêvait pas d'aller faire le service militaire, mais il l'a fait comme tout le monde. Et on n'en rêvait pas pourtant, vous voyez ce que je veux dire? Et on a eu tout un tas de choses, et puis bon, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Hein. C'est des personnes avec qui je m'entends très très bien et que j'aime beaucoup, et avec leurs épouses, bien évidemment, et mon épouse, bien évidemment, puisque nous formons quand même un vrai cercle. Un vrai cercle. On a parlé beaucoup de business. Qu'est-ce qui vous passionne hors le business, si on enlève le business? Alors, la musique, ça c'est indéniable. Quel genre de musique? Aussi bien le rock que l'opéra. Je suis très éclectique. La seule chose qui ne me touche pas, c'est le rap. C'est pas mon. Voilà, bien souvent, c'est des vers de Mirliton sur des musiques boum boum boum. Pour moi, c'est bien souvent sans intérêt. Mais par contre, il y a des gens qui écrivent de belles paroles. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui écrivent très bien dans des paroles. Vous avez des gens, je prendrai Cabrel, je prendrai plein de jeunes, donc je n'ai pas forcément les noms ici. Mais vous avez. Mon enfance, moi, elle a été bercée par Georges Brassens. Donc, moi, tout ce qui est paroles, j'adore. Mais j'adore aussi l'opéra. Moi, aller à l'opéra, pour moi, c'est voilà. C'est une passion. Et c'est un ancien serveur du Félix Faure à Nice qui m'a fait aimer l'opéra. Parce qu'à une époque, quand je travaillais au Félix, dans les années 73, avant de monter mon restaurant, l'après-midi, il y avait des concerts à l'opéra. Je me souviens, le chef de l'opéra, c'était Antonio de Almeida, et on allait écouter des concerts où il y avait aussi des chants. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, jusqu'à maintenant, je peux passer à côté. Et il m'a fait aimer l'opéra. Voilà. C'est très drôle. Et lui, c'était un fou d'opéra, par contre, pas de rock'n'roll. Mais c'était un fou d'opéra, et il m'a initié à l'opéra. Et vous aimez lire aussi? Aussi, oui. Est-ce que vous avez un auteur qui vous a marqué ou qui vous marque? Ça va vous faire peut-être rire, hein, mais c'est Les Fables de La Fontaine. Et il y a un livre qu'a écrit aussi Georges Pompidou. On a écrit les poésies qu'aimait Georges Pompidou. Je l'ai lu, je l'ai encore à la maison. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il était très éclectique. Et j'aime bien la poésie en général. Quelle est la personne qui vous inspire le plus aujourd'hui? Je vais vous dire, hier, j'ai écouté une interview du cardinal Bustillo. Qui est l'archevêque d'Ajaccio. Je le connaissais comme ça parce que je suis souvent en Corse, et je le connaissais, et je l'ai écouté parler. Il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, c'est Réparation, je crois qu'il s'appelle, et il a commencé à parler, et là, franchement, quand vous écoutez ce monsieur, ce cardinal, c'est inspirant. Il est inspirant, vous voyez, il a une, dans sa voix, dans ses mots, il a une façon de voir les choses et de vous faire rentrer intérieurement dans vous-même, à travailler sur vous-même. Questions, voilà. Question qui n'a rien à voir. Quel est votre plat préféré? Si je vous dis que c'est la pisse à la dière, vous n'allez pas me croire, mais... Est-ce que vous pouvez nous faire très vite fait une petite... comment on fait une pisse à la dière? Ah oui, je peux vous dire, j'ai fait ça il y a quelques jours pour TV Monaco, donc je peux vous en parler. On a fait ça avec un pâtissier de Beaulieu qui travaille à l'hôtel Métropole à Monte-Carlo, et une pâte à pain toute simple, que vous allez étaler sur 1 centimètre, une plaque huilée, bien piquetée de façon qu'elle cuise par en dessous. Vous avez fait vos oignons caramélisés, vous savez, vous les faites caraméliser tout doucement, et ensuite vous les étalez sur votre pâte. Si vous voulez mettre des anchois par-dessus, vous pouvez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Moi, personnellement, je mettais des anchois dans la cuisson des oignons, de façon que l'oignon se parfume un peu à l'anchois, et ça vous apporte un petit goût supplémentaire. Quelques olives, on cuit ça à 200 degrés pendant 15 minutes, et vous avez une pisse à la dière merveilleuse. Vous la mangez chaude ou froide? N'importe comment. Voilà. N'importe comment, avec un bon verre de vin. Mais mieux encore, cette pisse à la dière, vous pouvez la faire telle que je vous l'ai dit, et vous la faites au lieu de faire une pâte à pain, vous cuisez à plat entre 2 plaques, un feuilletage, un petit feuilletage comme ça. Vous le cuisez entre 2 plaques. Vos oignons, ils ont été caramélisés, cuits avec vos anchois dedans. Une fois que votre feuilletage sort, vous étalez votre
comment s'appelle, votre compoté d'oignons, et à côté, au lieu de rajouter des olives et tout ça, vous faites snacker 2 filets de rouget sur la peau, mais léger, de façon que la chaleur monte tout doucement à l'intérieur du filet de rouget pour pas qu'il brûle. Et vous mettez ça par-dessus votre pie saladière faite avec un feuilletage léger comme un millefeuille, et vous avez un croustillant, un croquant, un moelleux et des filets de rouget, et vous avez une pie saladière en quelques secondes. Magnifique, ça donne envie. Pour finir cette interview, quelle est la définition pour vous de la réussite? Est-ce qu'on peut donner une réussite? Après tout ce que vous avez vécu. Je serais prétentieux en disant qu'il y a une... Non, c'est avoir été à sa place toute sa vie, avoir fait les choses proprement, avoir été quelqu'un de droit, je pense l'avoir été, au moins, je pense, être quelqu'un de simple, voilà, et tout, voilà, c'est tout. Ma réussite, si je peux en parler 2 secondes. Bien sûr. Ma réussite, ça a été que, ayant été reconnu peut-être professionnellement, vous savez, c'est vrai que j'ai commencé à 14 ans, j'ai fini à 74 ans, ce qui veut dire c'est 60 ans de travail quand même. Il y en a qui sont pour la retraite à 60 ans, moi je les ai fait mes 60 ans de travail. Mais cette réussite-là, étant donné que j'ai écrit des livres, étant donné que on a fait des magazines à l'African Queen où nous parlions de la restauration, mais aussi des artisans de la ville de Beaulieu et alentour. On a essayé de faire profiter de l'environnement parce que la clientèle prenait ces magazines et pouvait lire quelque chose sur les artisans ferronniers, ébénistes et compagnie. Ça a été important. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est une façon de... Et grâce à ça, j'ai même fait, à une époque, on avait fait des films pour la chaîne YouTube African Queen, où on donnait des recettes, vous les avez toujours sur YouTube si vous voulez, vous cherchez recettes Gilbert Vician, vous les avez, vous voyez faire le pitre d'ailleurs, mais ça m'a permis, grâce à ça, à la retraite, on m'a demandé, est-ce que vous voulez pas venir travailler avec nous sur une émission à TV Monaco qui s'appelle Ça va le faire? Et donc aujourd'hui, je fais des chroniques sur la cuisine avec des chefs et je parle de la gastronomie, quelque chose que je connais un peu. Voilà, et donc ça vous plaît de transmettre à travers Ça va le faire? La transmission, elle est là aussi. La transmission, elle est là. Et par contre, ce que je regrette, c'est que la transmission à TV Monaco et Ça va le faire, c'est une chose, mais c'est pour le public, on va dire. Mais ce que j'aurais aimé, vous voyez, ça, je ne vais pas en faire le reproche, c'est pas l'endroit pour le faire, mais il est dommage que des gens comme moi, qui ont une expérience professionnelle avérée depuis un certain nombre d'années, ne soient pas conviés à des conférences dans des écoles ou dans des écoles hôtelières pour aller parler aux jeunes qui vont faire ce métier, ou même à des jeunes qui sont en 3e ou en seconde. Ça donne une idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de ce que c'est que le travail, de ce que c'est qu'un métier, et d'avoir des gens comme moi, et j'en connais plein, des gens comme moi qui sont aussi bien ébénistes, ferronniers, carreleurs, maçons, si ça vous fait plaisir. C'est dommage qu'on ne profite pas, et c'est gratuit, moi je le ferai avec plaisir, parler pendant 1 heure avec des mômes pour leur expliquer ce que c'est qu'une vie professionnelle, et quand on s'engage dans quelque chose, comment on le fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, ou vous voyez. Et ça, je trouve dommage qu'on ne nous demande pas de venir participer et aider, transmettre notre savoir. Et pour finir cette interview, un mot qui résume votre parcours. Je vous dis, j'ai commencé... Authenticité. Authenticité. Certainement, oui, mais puis j'allais dire amour, parce que c'est que ça soit l'amour du métier, l'amour des belles choses, l'amour des bonnes choses, l'amour, tout court. Mais voyez, voilà, c'est le mot amour. Je pense qu'il faut, faut pas que ça soit un vain mot. Merci Gilbert. À bientôt. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Oh là là, moi je croyais qu'on allait passer 4 heures.